On peut passer sur un autre joueur. Allons sur Kevin Love, hein, peut-être. Kevin Love, que toi, tu avais du coup troisième, quatrième. Je l'avais en 4 en hésitant avec la troisième position. Eh ben, tu vois, je pensais que tu allais être beaucoup plus sévère que ça sur Kevin Love. J'avais anticipé. Mais peut-être que j'avais mal anticipé. Donc, Kevin Love, sur la décennie, il a 10 saisons. Donc, 10 saisons pleines, enfin 10 saisons en tout cas, mais pas pleines justement. On verra que combien est-ce qu'on a de vraies saisons sur ces 10. Il n'a pas tant que ça de très valuable, on verra. Donc, Kevin Love, on est autour des 20 points par match en moyenne sur toute la décennie, 2,6 assists en 33 minutes de jeu sur toute la décennie, c'est quand même pas mal. Hein. 19 000 minutes de jeu sur la décennie, plus de 570 matchs, c'est beaucoup aussi. Le titre à Cleveland en 2016, évidemment. 5 fois All-Star, 2011, 12, 14, 17 et 18. 2 fois seulement All-NBA, comparé au All-Star Game où il en a 5. Il a que 2 All-NBA et c'est dans la deuxième team en 2012 et 2014. Donc c'était l'époque Minnesota, évidemment, pas du tout Cleveland. Il a été aussi 2011 le MIP. Au niveau des comparaisons de NBADraft.net, alors sache qu'ils l'ont comparé tout simplement à Wes Unseld. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. On va chercher les légendes tout de Voilà. suite. Tant qu'à faire, le côté rebondeur-passeur, ils se sont dit, bon, tiens, c'est lui le rebondeur-passeur qu'on connaît en NBA. Comparaison assez ambitieuse en tout cas. Chez Draft Express aussi, je l'ai pas fait sur Jokic parce qu'il n'y avait pas, mais chez Draft Express, tu sais, parfois ils faisaient les meilleurs et les pires scénarios. Mm. Meilleur scénario, au moment de sa draft, ils avaient mis David West. Ah ouais. Et le pire, ils avaient mis Sean May. Ouais, étonnant parce que c'est quand même, enfin, aucun de ces deux joueurs n'est un bon passeur. Effectivement, effectivement. Au niveau des surnoms, on n'a rien de très loufoque pour le coup chez lui. On a K-Love, bon, super, super créatif. Mais on a surtout The Beach Boy. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que son oncle faisait partie des Beach Boys, ouais, justement. Exactement. Un groupe qui a vendu plus de 100 millions d'exemplaires de disques, alors que lui, pour le coup, ça qui est marrant, c'est que le Beach Boy, en fait, il a grandi à Portland, Oregon, dans les forêts Ouais. dans les forêts de Seattle, quoi. Mais il est né en Californie, puis il a fait la fac là-bas, je pense que c'est un peu lié à ça. Hein. Oui, il y a cette image parce qu'effectivement, il est allé à UCLA. Donc, son parcours, Kevin Love, on le refait rapidement. Donc, au début de la décennie, il est déjà à Minnesota, puisqu'il est draft 2008. Mais donc, quand on commence en 2010-2011, il est déjà à Minnesota. Il a 22 ans. Et la première année de la décennie, c'est l'année où arrive Michael Beasley, d'ailleurs, qui vient un peu lui faire concurrence, qui avait été dégagé de Miami pour faire de la place à LeBron James, notamment. Et 2011, c'est un peu l'année de l'explosion pour Kevin Love, qui est dans sa troisième année NBA, qui fait du 20 points par match, 35 minutes par match en moyenne, ce qui est quand même beaucoup. Il est All-Star cette année-là. 2012, je précise pas que 2011, Minnesota est pas très bon. 2012, Rubio arrive, mais blessé aussi en partie de la saison. Et puis, il est rookie, donc Minnesota est assez... même autour, le roster est pas top. Kevin Love, lui, il a 26 points par match, donc c'est quand même assez conséquent. 2013, il est blessé, donc un peu à jeter comme année. 2014, c'est un peu son paroxysme en carrière, je trouve. C'est la fameuse année où Minnesota passe pas si loin que ça de faire les playoffs avec Kevin Love, Ricky Rubio, Kevin Martin qui était venu aussi, Petkovic qui était dans ses meilleures années, Tu appelles Corey Brewer Petkovic, toi. aussi, C'est Pekovic. Nicolas Pekovic, ouais. J'ai dit Petkovic, pardon, excuse-moi. Oui. Et l'attaque autour de Rick Adelman, autour justement de Kevin Love, on va en parler, je pense. 2014, le trade avec Cleveland contre Wiggins et Anthony Bennett, hein, deux first pick en back-to-back. Et après, bon, la période à Cleveland, on la connaît un peu mieux, même si on peut quand même préciser qu'il passe finalement de go-to guy, peut-être pas de très grande qualité, mais il passe de go-to guy à Minnesota à finalement un role player de luxe du côté de Cleveland dès sa première année, puisqu'on tombe à 16 points de moyenne, mais surtout on tombe à 80% de paniers assistés. Donc c'est quand même beaucoup en termes de paniers assistés pour quelqu'un qui était plutôt un peu plus orienté création quand même avant ça. Grosse resignature Free Agency 2015, 2016 et 2017 et 2018, 3 années en lieutenant de LeBron James. Ça va jusqu'en finale. Tout va bien, on est encore dans ce rôle de role player de luxe, hein, presque à côté de LeBron et Kyrie Irving. Et puis ensuite, resignature à Cleveland lorsque LeBron s'en va. La franchise le signe pour finalement le garder et ensuite espérer l'échanger. Sauf que ça se passe pas très bien comme prévu. Et finalement, 2019 et 2020, il y a une année où il fait que 22 matchs en 2019. Et 2020, il fait 56 matchs, mais il est pas très bon non plus. Et surtout, en fait, c'est un moment où on se dit,
ok, il n'y a plus LeBron James, il n'y a plus Irving, l'équipe est vide, on va peut-être enfin retrouver un go-to guy avec Kevin Love, et finalement plus trop, hein. On est sur un joueur qui ne change pas trop son jeu, qui est toujours, qui est pas star, qui est pas créateur, et qui est même pas bon en fait, hein, pas bon du tout sur ces 2 années-là. Ça va un peu mieux en 2022 à Cleveland, mais on est hors décennie, évidemment. Et c'est un peu décevant parce que 2019, il a encore 29-30 ans, quoi. Donc on aurait pu espérer un retour des choses, un retour du grand Kevin Love de Minnesota, qu'on n'a finalement jamais eu. Donc voilà un peu pour son parcours, tu ne m'as pas interrompu, donc je peux te lancer sur son profil. C'est vrai qu'il y a quand même 2 périodes entre la période Minnesota et la période de Cleveland, j'ai commencé un peu à le dire. Qu'est-ce que tu veux peut-être commencer par Minnesota? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier passage? Ouais, mais en fait, alors, tu vas peut-être me corriger, mais le profil se rejoint pas mal dans les deux trucs et je vais dire un peu pourquoi. Alors déjà pour le décrire rapidement, c'est donc un intérieur qui n'est pas qui est pas si grand que ça, qui n'est pas si bien doté athlétiquement que ça, donc il a pas des longs bras, il saute pas très haut, mais par contre il a c'est sur en attaque, hein, on revient un peu sur comme Jokic, mais surtout en attaque il est intéressant avec trois choses, on va dire, sans ordre pour l'instant. Un shoot, notamment longue distance, très intéressant, avec en plus un shoot qui n'est pas juste du catch and shoot, hein, c'est un peu ça, mais de façon un peu développée, c'est-à-dire c'est un peu comme du Klay Thompson, quoi. C'est-à-dire tu donnes un petit peu d'espace, ça suffit, un petit écran machin, ça le suffit. Certes, c'est du catch and shoot, mais en conditions difficiles, quoi. Et pour lequel il est très bon, donc c'était très intéressant et ça a été très exploité par Minnesota. Il y a la passe qu'on a un peu évoqué avec les comparaisons, où alors on a, pour moi on a des kilomètres de Jokic, mais on est dans cette génération là de vrais pivots vraiment bons passeurs où tu peux filer la balle un peu un endroit sur le terrain, il va trouver le joueur ouvert, Kevin Love est d'ailleurs assez reconnu pour ses passes de quarterback après un rebond, donc un vrai bon passeur, et puis le rebond offensif. Enfin le rebond, de manière globale, mais du coup il y avait dans le rebond offensif. Aussi une bonne capacité à provoquer des lancers francs, des choses comme ça. Un jeu poste bas discutable, mais qui était présent. Mais c'était surtout, voilà, surtout en attaque, ce combo shoot de très haute qualité, surtout pour un intérieur en plus, qui pouvait un peu saisir les intérieurs en face qui sont parfois habitués à défendre sur du shooter type extérieur, c'est-à-dire avec vraiment du jeu sans ballon, vraiment des petits mouvements, des petits appuis de côté, et qui, avec le moindre espace suffit pour sanctionner un panier, et ça c'était vraiment sa grande force. Et puis ce jeu de passe assez intéressant. Et la défense là c'est plutôt problématique, c'est-à-dire que bon, défenseur pas idiot, pour moi je trouve qu'il a toujours un temps de retard sur tout, en fait. Et il n'a pas non plus le capital athlétique pour compenser. Voilà, globalement, à part le rebond défensif où là il est très bon, en fait c'est plutôt un négatif un peu dans toutes circonstances. Et alors il y a eu quelques passages où il a pu un peu montrer qu'avec beaucoup d'énergie il arrivait un peu à compenser, mais sur la longueur d'un match et la longueur d'une saison, pour moi on a vraiment un défenseur négatif, peut-être compensé par son jeu d'attaque, mais pas suffisamment fort pour vraiment faire exploser les soucis défensifs qu'il a, et tant plus que les soucis défensifs sont quand même pour moi assez importants. Et la dernière chose qui me gêne pour le côté un peu négatif, il y en a d'autres en vrai, mais la dernière chose qui me gêne pour le côté négatif avec lui, c'est que si j'ai dit beaucoup de bonnes choses sur son truc offensif, un joueur qu'on peut beaucoup utiliser, mais finalement, ça reste un joueur un peu à servir. C'est-à-dire que même de ce meilleur moment de Minnesota, c'était l'équipe qui lui créait ces petits espaces pour shooter. Alors faire des choses très élaborées et des choses qu'on peut pas faire avec n'importe qui. Il faut que ce soit un Kevin Love pour être capable d'exploiter les choses qu'on lui mettait en place. Mais c'était quand même beaucoup d'espèces de catch and shoot très élaborés. Et c'est pas sur le jeu poste bas, c'est pas sur les autres types de jeux où vraiment c'est là où on pouvait appuyer sur scoring. Donc globalement, c'est pas un créateur que j'aime beaucoup. Et si c'est un bon passeur, il n'a pas cette capacité à être un créateur très fort, en fait, pour autrui. C'est-à-dire que c'est plutôt, pour moi, un passeur d'opportunité. C'est-à-dire, il a la balle, s'il y a un mec ouvert, il va être servi. Kevin Love, on a un peu sur ce registre un peu permanent en fait, de l'attaquant qui est intéressant comme rouage, comme super rouage
d'une attaque que comme celui qui va être l'initiateur. Et puis, dernière petite chose, l'ennui de ces deux qualités offensives qu'il a, qui sont pour moi ce tir longue distance, notamment à 3 points, et ce rebond offensif, c'est qu'en fait, c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps, quoi. Donc, t'es un peu obligé de choisir entre, soit t'as le 3 points et le spacing sur toute la possession, soit t'as le rebond offensif. Et voilà, c'est un peu un dilemme que t'as pas les deux forces en même temps sur le terrain en permanence, quoi. Moi, ce que j'avais noté quand même, c'était un potentiel de go-to guy finalement jamais vraiment atteint à des niveaux satisfaisants, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un peu une bonne année sur la décennie de très haut niveau, qui est un peu 2014, où il est dans ce rôle-là pleinement. Et on a en plus, non seulement de son scoring à gros volume, mais cette année-là, il était vraiment efficace, mais encore une fois, c'est la seule année. Il y a aussi le passing dans l'attaque de Rick Adelman avec où il est poste haut, il distribue un peu le jeu, donc ça, il y a cette valeur-là, et en fait, même cette version-là, alors je sais pas à quel point est-ce que, peut-être j'exagère, parce que la défense autour n'était pas assez bonne, l'équipe autour n'était peut-être pas assez bonne. On rappelle aussi que c'est l'année où c'est très très costaud à l'ouest, pardon, et où notamment Phoenix ne fait pas les playoffs avec 48 victoires. Je crois que Minnesota, ils sont à 42, 41, 41, bilan équilibré. Bon, effectivement, ils sont tombés la mauvaise année à la mauvaise conférence. Peut-être qu'à un autre moment, ils auraient pu faire les playoffs et on aurait eu une vision différente. Mais voilà, moi, il y a un peu cette seule année que je trouve intéressante, et du reste, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui, en termes d'usage, de volume, n'a jamais eu des gros volumes, hein. On est sur du 26%, 20%, 22%, 23%, 24%. Donc pas du tout une grosse emprise sur le jeu, même un volume presque de lieutenant, on pourrait dire. J'exagère peut-être un peu. Si, pour moi, c'est ça. Et en plus, avec jamais une efficacité qui est incroyable, quoi. Parce que voilà, faire du très efficace sur un gros volume, c'est extrêmement dur, mais faire du très efficace sur un volume plus restreint et sur un profil de tir plus facile, ça devrait être quand même plus faisable, et lui n'a jamais eu ça. En termes de true shooting plus, stat que j'aime bien, puisque ça nous dit à quel point est-ce qu'un joueur était plus efficace ou moins efficace que la moyenne, qui par définition, on la met à 100. Lui, il a fait du 105, 102, 104, donc plus 5%, plus 2%, plus 4%. C'est bien, c'est au-dessus de la moyenne, mais pour ce rôle-là et ce volume-là, on attend les joueurs d'élite plutôt quand même au-dessus de ça, quoi. Donc c'est un peu mon problème, c'est qu'on a eu un scoreur qui était un peu créateur, mais pas tant que ça, sur les années à Minnesota, je parle, qui avait de la création au passing, et effectivement ça a été mis en valeur, mais finalement vraiment qu'une seule année, mine de rien. Et ensuite, on a complètement perdu aussi à Cleveland cet aspect passing, où c'est devenu un mec qui attendait dans les corners, ou qui faisait parfois ses post-up, mais la création passait soit par LeBron, soit un peu par Irving, mais on a complètement perdu ça avec l'arrivée à Cleveland, quoi. Mais déjà, en plus, je pense, alors, ces grands moments de franchise player à Minnesota, comme dit, pour moi, c'est vraiment le point de rencontre entre un bon système de jeu calculé pour son franchise player, et du coup qui le met en valeur, quoi. Alors c'est tout à fait bien pour les deux joueurs, ce serait bien, mais du coup c'est un peu ce que je dis, il a été mis dans des conditions parfaites par rapport au joueur qu'il est. Après, pour quand même aller un peu en positif de son côté, ce côté shooter extérieur, alors que maintenant on en voit beaucoup plus, hein, mais qui sur le moment était quand même des intérieurs comme lui, si bon shooter, avec vraiment des fois peu d'espace, avec vraiment des combinaisons sans le ballon assez subtiles et complexes, c'était quand même assez rare. Donc j'ai cette espèce de difficulté qu'on peut mettre à son crédit. Et puis le fait que ça vienne d'un intérieur a quand même un impact global sur l'équipe, tout en termes de spacing, qui est assez important. Et d'ailleurs, cette équipe-là de Minnesota là, qui nous a fait un peu rêver de 2013-2014, je crois que c'était une des toutes meilleures attaques. Alors, le problème, c'est que c'est une des plus mauvaises défenses aussi. Mais voilà, c'était pas rien. Et puis voilà, il avait un peu ce capacité de shoot d'un extérieur, tout en étant à l'intérieur. Et pour moi, c'est quand même une value un peu plus forte que quand ça vient d'un extérieur, quoi. C'est pas faux, mais le problème, c'était aussi le côté défensif, finalement. Et que, oui, c'est bien d'avoir un mec qui peut faire du spacing, mais finalement, vu sa défense, il y a quand même un certain plafond à sa valeur et à son utilisation. Finalement, le seul spacing en spot-up ne justifie pas complètement de l'avoir tout le temps sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi un de mes arguments, c'est que il est devenu un peu role-player du côté de Cleveland, et donc on a perdu toute sa création, son passing qui était quand même, je trouve, très très intéressant. On l'a complètement perdu, donc il n'y a pas de valeur de ce côté-là à Cleveland.
mais même pour parler un peu faire un peu le lien aussi avec la défense, tu perds un peu sa création, tu perds, la défense n'est pas top, donc tu te retrouves avec la Rolls-Royce des intérieurs shooters, mais voilà, sur les playoffs 2016, il fait 30 minutes de jeu par match, 32 minutes en 2017 et 31 en 2018. J.R. Smith joue plus que lui sur ces 3 années-là, quoi. Il fait 35 en 2016, 27 en 2017, donc là, ok, et 32 en 2018. Donc, donc j'avais un peu ce sentiment, en revérifiant le minutage correspond aussi. Alors, c'est pas un argument en soi, c'est pas une fin en soi, mais c'est quand même un bon indicateur aussi de ça, et de mes souvenirs, ça recoupe avec ce truc de bah oui, ça apporte du spacing, ça apporte une attaque en 5-out, et c'était bien, notamment pour ces finales et pour ces rounds de playoff. Mais bon, on est quand même loin d'un titulaire indiscutable, quoi. On est même, alors peut-être aussi que J.R. Smith était très bon, et peut-être il sera dans la liste. Mais voilà, même Tristan Thompson aussi, il fait des 30 minutes ou 31 minutes de jeu de moyenne sur ses campagnes de playoff, quoi. Donc il y a un peu ce problème de mon côté sur ces années à Cleveland où bah, tu perds la valeur offensive qui était déjà très bonne, mais peut-être pas. Voilà, si on doit comparer avec des go-to-guys de cette décennie, pour moi, la saison 2014 de Kevin Love, c'est bien, mais on est sur du 7 sur 10 peut-être. On est loin de Jokic, on est loin de LeBron, Harden, etc., quoi. Donc déjà, en soi, le Kevin Love un peu leader d'attaque, c'est bien, mais c'est pas fantastique. Mais en plus, donc, t'enlèves ça du côté de Cleveland, la défense est pas top. Bah, c'est vrai que la valeur, elle plonge, et quand on rajoute à ça des années de blessures, des années un peu nulles à la fin de la décennie du côté de Cleveland, ben en fait, il reste une année pour moi de très très haut niveau en 2014. Peut-être on peut prendre aussi 2012, même s'il n'y a pas trop l'efficacité, mais il y a le gros volume au scoring, ok. Et du reste, ben, c'est du role-player un peu. Role-player, j'exagère, hein, c'est un role-player de luxe du côté de Cleveland. Mais voilà, quoi, 10 saisons sur la décennie. Je sais pas combien j'en trouve très très valuable. Enfin, je le sais, mais il y en a pas tant que ça, quoi. Donc c'est pour ça que moi je l'avais quatrième, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis assez d'accord. C'est un troisième lieutenant et d'ailleurs il avait pas été exemple de critique toute sa période à Cleveland où on se dit bah ouais bon quand même il y a des fois faut le sortir du terrain quoi. Surtout qu'il était payé comme une superstar pour le coup, pour faire ça. C'est un peu ça le problème. Quand Cleveland le re-signe, tu dis bah oui, ok, tu le re-signes et tu le payes parce que c'est une star. Et, bref, sauf qu'il n'était pas utilisé comme une star et c'était un peu dommage. Et surtout, là où c'est un peu dommage, mais encore une fois, il n'y a pas de what if, mais imaginons qu'il avait signé, enfin, s'il n'était pas allé avec LeBron James et Irving, s'il avait fait une autre franchise, ben, peut-être en tant que go-to-guy, il aurait eu plus de valeur parce que tu aurais eu ce passing-là, tu aurais eu plus de création et il aurait été plus haut au final dans le top 100 de la décennie, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc voilà. Donc pour moi aussi, il était quatrième assez solidement en dehors du top 3 pour moi. Avant de continuer, peut-être un dernier quiz, même si tu me fais très très peur, parce que déjà, Denver, t'as pas été capable de sortir beaucoup de noms. Alors j'ai peur sur celui-là. Ah, j'ai peur aussi. Hein. C'est un qui a joué ce match. C'est le match à 31 points, 31 rebonds de Kevin Love. Écoute-moi bien, on est le 12 novembre 2010. On est en tout début de décennie. Et on est dans les abysses de la décennie. C'est un Minnesota contre New York. Est-ce que tu vas être capable de me citer quelques noms au moins sur ce Minnesota-New York de 2010, novembre 2010? Écoute, challenge accepté, hein, certainement perdu, mais accepté. J'ai déjà envie de dire Mike Miller. Non. non, il était à Miami. Ça commence bien. J'ai envie de dire Tal Brandon n'y est plus, je crois. Je crois que t'es 10 ans trop tôt, là. 10 ans trop tôt. Je sais pas, bon. Ah oui, Al Jefferson. Non plus, t'es 5 ans trop tôt. Redis-moi l'année, s'il te plaît. 2010. Donc on a Kevin Love, on a quelqu'un qu'on a déjà évoqué tout à l'heure qui a été viré de Miami. Beasley, on est dans cette période-là. On a un 4e choix de draft de cette année. Wesley Johnson. Exactement. Tu vois, on a un indices, c'est bon. Hein. Meneur de New York aussi, passé par Minnesota, mais je suis pas sûr que tu l'aies comme ça sans trop d'indices. Non, je pense pas. Sébastien Telfair. Ah si, j'y ai pensé tout à l'heure, mais. On a un ancien numéro 2 de draft qui a été drafté devant Carmelo Anthony et Dwayne Wade. Darko Milicic, effectivement. T'as pas Derrick Williams du coup aussi? Non, drafté 2011, donc juste après. Et alors sur le banc quand même, je pouvais pas ne pas le citer. Donc on avait Pekovic très jeune, on avait Costa Koufos. Il y a Paolo Candy? Non,
Non, je crois que t'es encore 10 ans trop tôt. Ouais, ça doit être ça. Anthony Tolliver, mais surtout, sur le banc de Minnesota, Sundiata Gaines. Ah oui, non, mais il n'y a que toi qui le retiens. Il n'y a que moi qui le retiens, mais il est là, Sundiata. Il est là. Et du côté de New York, bon, je t'épargne parce que c'était un carnage. C'était l'équipe Raymond Felton, Wilson Chandler, Gallinari, encore lui, Amari Stoudemire et le GM des Hawks en 2022, Nico, qui est devenu GM des Atlanta Hawks. Tu le sais pas, t'as pas eu peut-être... Non, j'ai peut-être pas suivi assez, non. Bah, c'est notre ami Landry Fields. Ah, il est devenu GM d'Atlanta. Il est devenu GM d'Atlanta. Exactement. Mais quelle carrière. Et sur le banc, on a du Mozgov, on a du Anthony Randolph, le pote de Luka Doncic en Slovénie, enfin qui est devenu slovène du coup, et Tony Douglas également. Et on va pas s'étendre sur Tony Douglas peut-être, sauf si tu veux. Non, podcast consacré déjà pour lui à l'avenir. En tout cas, tu fais un sans faute pour l'instant sur les quiz, c'est admirable. Ah mais t'as vu quand tu me donnes la moitié des réponses avec des indices, là c'est bon, je suis pas mal. Oui, quand je te définis presque le joueur sans dire son nom.